Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Bardia, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, merci de me recevoir. Alors, est-ce que premièrement, tu pourrais te présenter? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Bardia Louis, j'ai 40 ans, techniquement 39, j'ai 40 ans dans 23 jours, 27 jours. Donc, j'arrive sur ma quarantaine. Je suis né à Lausanne, j'ai grandi à Lausanne. J'ai fait mes études à Lausanne également. Donc, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne et j'ai fait un master en immobilier à Genève à l'Institut d'études immobilières. Super. J'ai fini en 2013. Et je fais de l'immobilier depuis bientôt 15 ans maintenant. Ok, trop bien. Alors le HL, on va y revenir justement après parce que c'est une thématique très intéressante. Et aujourd'hui, donc, tu as cofondé Rockwell. Comment est née cette aventure finalement? L'aventure Rockwell, elle est née un peu par opportunité. Alors j'avais toujours eu l'ambition de lancer mon affaire le jour où je me sentirais prêt de le faire. Ouais. J'ai eu quelques opportunités de le faire plus tôt, mais j'ai préféré faire mes armes avec un mentor derrière ou plutôt des gens qui m'ont un peu appris le métier avant de me lancer tout seul. Et aujourd'hui, je me dis que c'était probablement une bonne idée de le faire de cette manière. Oui. Rockwell, on a cofondé donc avec mon associé Balázs Kocsán, avec qui je suis associé à 50-50 dans cette affaire. On a décidé finalement de démissionner un peu par hasard en même temps de notre ancien poste. Moi, j'ai fait 6 ans chez Bernard Nico. Je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. Oui, on en parlera après. Et de fil en aiguille, en fait, alors Balázs et moi, on était amis indépendamment d'être collègues à l'époque. Oui, tout à fait. Ouais. C'est aussi chez Nico. Et de fil en aiguille, en discutant, on s'est rendu compte qu'on allait lancer une affaire dans l'immobilier toujours, et plutôt que de lancer des affaires concurrentes, on était alors sans se jeter des fleurs, on était les 2 meilleurs agents de Nico pendant des années. On était chez lui. Et plutôt que de me retrouver avec un sérieux concurrent supplémentaire sur le marché, on a décidé d'allier nos forces et de monter Rockwell ensemble. Donc, on a fait ça il y a 5 ans. On fête notre 5e année dans un petit mois. Ok. Le 12 octobre, ça fera 5 ans qu'on a constitué la société. Trop bien. Et voilà. Génial. Et puis, quelle était ta vision de départ? Et puis, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta propre agence? Tu l'as dit un petit peu que en rencontrant ton cofondateur, vous avez décidé de vous allier et de lancer ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait que t'as voulu lancer ton agence, pardon? Alors, indépendamment de l'ambition personnelle d'être mon propre patron un jour, c'est aussi lié pas mal à mon caractère et ma personnalité. J'aime bien prendre les décisions pour moi, donc c'était ça on est un peu pareil. Une des manières de le faire. Non, mais concrètement, je sais pas si on reviendra là-dessus plus tard, mais l'immobilier pour moi, j'étais arrivé à un stade de ma carrière en fait où le fait de bosser pour quelqu'un ne m'apportait plus vraiment grand-chose, en tout cas pas au niveau de mon développement personnel, et j'avais surtout une vision de ce que je voulais faire de l'immobilier, du courtage notamment et du développement, qui est encore très poussiéreux en Suisse. On commence maintenant gentiment à prendre le pas sur nos voisins qui le font peut-être avec un petit peu plus de modernité et de vision. Mais c'est vrai que, surtout que je bossais chez Nico, qui est quand même une entité historique du coin, mais qui était aussi très ancrée dans son image et sa position. Et c'était old school, comme on dit. Oui, très bien. Et moi, je voulais lancer quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus décontracté. Je crois qu'on le voit dans nos bureaux quand on vient physiquement aussi. On a fait quelque chose de beaucoup plus contemporain, très moderne, de décomplexer en fait le rapport et surtout l'agence traditionnelle où on rentre, il y a un guichet avec une réception, vraiment l'agence immobilière classique, à l'ancienne, on la connaît, mais d'avoir quelque chose d'ouvert, de l'espace aussi et qu'on accueille les clients avec un petit peu plus de, j'ai pas envie de dire familiarité, mais de décontraction. Ok. Et c'était ça la vision, et puis surtout de pouvoir ensuite développer, donner la visibilité et faire les affaires avec la modernité. En gros, tu avais touché un plafond de verre. C'était un peu ça, ouais. Ok, exactement. Trop bien. Alors, c'était un plafond de verre ou une cage dorée. Oui. C'était très confortable parce que c'est vrai que les courtiers, vous gagnez généralement bien votre vie. On gagnait bien notre vie chez Monsieur Nico, mais c'était surtout par ambition que je voulais le faire, lancer pour
À mon compte. Trop bien. Voilà. Et du coup, pour rebondir à ça, aujourd'hui, tu as annoncé, je l'ai vu sur les réseaux, avoir fait plus de 250 millions de volume de transactions. Tu as ouvert récemment Genève. Alors, pourquoi déjà et c'est quoi la suite? Est-ce qu'on est sur du Dubaï, du New York, sur un modèle d'affaires à l'international ou pérenniser plutôt déjà la Suisse romande? Alors, international, je pense pas. Peut-être Dubaï. Dubaï, c'est quelque chose qu'on a sérieusement, qu'on envisage et qu'on a sérieusement envisagé. Alors, on l'a envisagé beaucoup il y a 2-3 ans. On s'est vite rendu compte que c'était trop tôt pour sortir des frontières suisses. Le business se développe encore. On est encore en croissance, mais on était en méga croissance il y a 2-3 ans. Et ça aurait impliqué que surtout moi, vu que c'est moi qui ai un pied un peu à Dubaï, je quitte et que j'allais m'occuper de ce développement là-bas, ce qui aurait, je pense, péjorer nos affaires en Suisse. Donc on l'a mis en parenthèse, on l'a toujours en tête, c'est quelque chose qu'on va faire, je pense, à terme. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait alors comme priorité principale l'ouverture du bureau de Genève. Oui. J'en ai un petit peu déjà parlé, je pense, sur les réseaux, mais on a mis du temps, pas parce qu'on pouvait pas le faire, mais parce qu'on ne trouvait pas l'endroit où on voulait le faire. C'est un marché qui est encore plus compliqué que le nôtre ici, qui est encore plus cher. Trouver un bel espace à une belle adresse avec un loyer qui est pas exorbitant, c'était difficile. Voire impossible. Voire impossible. On a mis 2 ans, en toute honnêteté, en toute transparence, pour le trouver. Et après l'avoir trouvé, donc c'était après les mois de procédure administrative. Le bureau est maintenant ouvert, il est terminé. Trop bien. On lance officiellement l'activité. Alors, elle était déjà en cours, mais maintenant physiquement avec un bureau sur Arcade, boulevard du Théâtre. Parce qu'en fait, ça, je t'ai pas demandé, mais vous êtes combien, plus ou moins, dans l'agence aujourd'hui, au total? Au total, avec les courtiers qu'on a embauchés pour Genève maintenant, on va être 12. Ok, 12. 13, 14 au mois de janvier. Il y en a 2 qui vont commencer à la fin de leur préavis au début de l'année prochaine. Trop bien. Qui nous rejoindront. Donc on sera... un petit spoil, ça. Pardon? Un petit spoil, ouais. On sera une petite quinzaine à la fin de l'année, j'espère, et certainement une vingtaine d'ici le courant de l'année 2026. Ouais. Donc Genève, ensuite... Alors, New York, pas, les États-Unis, pas. C'est des marchés qui sont beaucoup trop loin du nôtre et on fait malgré tout un travail qui est très local. Oui, bien sûr. Il faut une présence locale, il faut surtout une connaissance très, très, très pointue du marché sur lequel on opère. Et je fais beaucoup à New York et j'y suis beaucoup allé. J'y ai vécu 1 an d'ailleurs. Mais aller avoir la prétention d'aller y ouvrir sur un business dans un marché qui est surtout, je disais l'autre jour un truc, il y a 7500, 8000 courtiers sur l'île de Manhattan. Ultra concurrence. Alors c'est partout le cas bien sûr. ce métier, mais encore plus là-bas. Donc non, on va rester là où on sait, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Mais non, la suite, je pense logique après Genève, ce sera la montagne. Oui, tout à fait. On a une vraie vue sur Gstaad et Verbier pour commencer, à mon avis. Ok. C'est quelque chose qu'on va mettre en route au début de l'année prochaine. Et voilà. Ok, donc pérenniser Suisse romande avec la montagne. Dubaï, pourquoi pas par la suite. Exactement. Et tu dis, alors tu l'as un peu défini, quand tu définis ton positionnement aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de très moderne, d'assez chaleureux, quelque chose qui est plus calqué, on va dire, sur des modèles un peu plus internationaux ou internationaux, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Et on va revenir aussi après par rapport à Daniel Daggers, etc. Parce que c'est des choses qui moi plaisent beaucoup parce que j'ai un peu le radar de tout cet immobilier finalement de par mon travail et grâce à ces podcasts. Et j'ai aussi un peu les coulisses finalement. Ouais. Une question importante pour moi aussi, c'est quelle est la place du marketing, toi, dans ton entreprise et du personal branding? Parce que, moi, j'aime bien votre approche. J'ai aussi fait des questions sur mon Instagram, sur qui communique bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple. Et il y a une personne qui a relayé Rockwell et notamment toi en termes de personal branding. Voilà. Quelle est la place aujourd'hui pour toi de ce marketing? Est-ce qu'il est fondamental ou non? Ça reste quand même un milieu, où le produit, c'est le produit. Et puis c'est un nice to have finalement ce marketing. Alors ça a été un nice to have il y a 7-8 ans peut-être. Ouais. Un moment où quand ceux qui le faisaient étaient pris pour des farcelus. Tu parlais de Daniel, il a commencé en 2016 à se prendre en vidéo et à poster du contenu, à pas que des objets, sur son Excel, etc. On le prenait pour un illuminé. Bien sûr. Non, aujourd'hui c'est absolument plus un nice to have, c'est un impératif, c'est capital de l'avoir pour différentes raisons. C'est un gage de confiance pour les gens. Premièrement, je pense que le point le plus important, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que la grande majorité de nos clients, des gens qui appelez vulgairement, consomment l'immobilier, c'est des gens qui sont aujourd'hui ultra connectés. C'est des générations aussi qui sont plus jeunes, qui ont grandi avec Internet, qui ont tous des smartphones, qui vont naturellement. Le premier réflexe qu'on a, mais on l'a pour tout aujourd'hui. Oui. Quand on mange au restaurant, on va consulter la page Instagram, TripAdvisor, etc. Qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça ressemble. Notre métier, c'est la même chose. Donc, Rockwell, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont présents? Et on voit des agences qui peuvent même être, ou des courtiers qui peuvent être
compétents ou même très compétents. Et quand on va voir, tiens, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de contenu, ou le dernier contenu a été posté il y a 4 mois, automatiquement, dans l'esprit des gens aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde où va vite, où l'information circule énormément, quand on voit qu'on est un peu absent, ou même complètement absent, on se dit que ça met pas en confiance. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, comme je disais, c'est comme ça que les gens consomment aujourd'hui. Donc c'est un outil grandiose. Les réseaux sociaux et toutes ces plateformes qu'on a aujourd'hui, il y en a plusieurs. C'est un outil d'une puissance extrêmement redoutable. Et si on sait l'utiliser à bon escient, on se donne vraiment un levier, c'est une plus-value monstrueuse par rapport à des concurrents qui ne le font pas. Une caisse de résonance. Exactement. Donc oui, pour te répondre, c'est absolument primordial aujourd'hui de le faire et de le faire correctement. C'est intéressant parce que aujourd'hui, alors tu me diras ce que tu en penses, mais à l'époque on disait il faut absolument avoir un beau site internet. Aujourd'hui, pour moi, le site internet c'est un point de chute parce que les gens, par exemple, quand tu vas sur LinkedIn, qui est le terrain de l'immobilier aujourd'hui, les gens ils lisent ce que tu écris, ils le consomment comme en 20 minutes. Finalement, il y a certains, alors on peut parler des fonds, des profils un peu plus seniors, mais ils vont jamais sur ton site. Donc les gens ils s'attachent à une personne, ou quand c'est des grosses marques avec un top of mind, pour citer Barnes ou Cardis ou d'autres qui ont vraiment des énormes moyens aussi marketing, tu les vois passer des marques historiques. Toi, que t'es quand même une marque jeune. Donc je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, comme tu les utilises à bon escient, sont une force et deviennent indispensables selon moi pour toi. Complètement. Et c'est des moyens importants. Je crois qu'une des questions ça va être ça, mais il faut mettre pas mal de ressources pour le faire. C'est très chronophage. Ça prend beaucoup de temps de créer du contenu. Beaucoup de consistance. Parce que l'importance, alors indépendamment d'être présent, c'est de le faire avec consistance et avec il faut que ce soit tous les jours. Il faut qu'il y ait chaque semaine, chaque mois du contenu de manière régulière qui soit posté. Le contenu doit être varié. Alors oui, naturellement, notre métier, c'est de vendre de l'immobilier. Donc, il faut qu'il y ait l'objet qui soit mis en avant. Aujourd'hui, des gens qui vous suivent, ils veulent pas juste voir tous les jours un carrousel d'images ou une vidéo d'une maison. Ils veulent voir le lifestyle qui est autour, la vie du courtier, c'est quoi. Ça, on va parler, La vie de l'agence Rockwell, c'est quoi. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ce type, qu'est-ce que Bardia, qu'est-ce que Grégory ou Luca ou Guy font de leur quotidien. Ça peut être des choses marrantes, ça peut être des choses, du contenu un peu plus ludique. Il faut le varier pour montrer un petit peu notre vie de façon digitalisée, on va dire. C'est ça. Ok. Et j'ai vu que alors on en parlait juste avant, mais j'ai vu que ton agence investissait beaucoup donc sur l'image, la vidéo, le branding. Concrètement, alors je sais pas si tu vas me le dire, mais tu mets combien de budget dans le marketing chez Rockwell? Est-ce que tu peux donner une fourchette ou un ordre d'idée ou Joker et puis on passe à la suivante? Non, je peux pas donner un montant précis. Parce que, honnêtement, je le connais pas exactement. Il est variable. Mais plusieurs dizaines de milliers de francs par mois. Après, plus on est nombreux, plus ça augmente. Bien sûr. On est, alors, pour parler, il y a différentes manières de faire du marketing. Bien sûr. Il y a le marketing traditionnel qui sont simplement les annonces sur les plateformes qui sont tenues. C'est un peu un monopole en place. Donc, aujourd'hui, on se fait saigner. Donc ça, c'est près d'une centaine de milliers de francs par an, quasiment. Bien sûr. Plus pour être abonné au site immobilier où on met des annonces statiques. SMG ou immobilier.ch. Voilà, exactement. Je voulais pas les nommer, mais c'est bien eux. Pas le choix. Et au-delà de ça, après, il y a tout le contenu qu'on fait dépendamment des affaires qui rentrent, des mandats qui rentrent, les promotions, les photos, le shooting photo, les shootings vidéo, après tous les podcasts, contenus, les reels, etc. qu'on fait qui vont au-delà de l'objet lui-même, il faut les payer. Et puis il y en a d'agents, chaque agent en plus, on les pousse de manière vraiment, on les oblige pratiquement aujourd'hui à se mettre aussi eux en avant individuellement en tant que marque, en tant que marque personnelle, pour faire du personal branding. Chacun de ces agents nous coûte des milliers de francs par mois. Quand ils rentrent 2 objets qu'il faut faire 2 vidéos pour X milliers de francs, plus les photos, plus les annonces, plus etc. Fois le nombre d'employés, moi je le fais également. On se retrouve avec des fins de mois où il y a d'un kiff important. Voilà. Après, retour sur investissement, je pense que tu t'y retrouves si tu investis. Mais c'est marrant ce que tu viens de dire. Je vais vraiment dire ça, c'était pas noté, Mais allez, je vais dire 60 ou 70% des gens que j'ai interviewés veulent pas mettre les courtiers en avant en termes de personal branding parce que leur peur c'est mais si j'investis sur lui et qu'il se barre dans 2 ans, j'aurais perdu mon argent. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, c'est le métier, c'est le marché qui l'impose et pas le contraire. Et t'es un des seuls où t'es presque en train de me dire, maintenant c'est dans le cahier des charges. Et si t'es pas content, tu viens pas chez Rockwell. Alors, quel est ton avis par rapport à ça? Je confirme ce que tu dis. Effectivement, c'est mon avis et la raison elle est simple. Il y a 2 aspects qu'il faut prendre en considération. Le premier, c'est la marque sous laquelle les courtiers opèrent. Ils viennent chez moi, ils représentent Rockwell sur le terrain. Bien sûr. Les logos qu'ils vont voir, c'est les nôtres. Ils savent qu'on est dans cette structure. Mais le client qui fait appel à nos services, que ce soit l'acheteur ou le vendeur,
c'est très très vite quelqu'un qui va faire confiance à un individu, indépendamment de la marque. Et ça, je crois que nous, on a réussi à le prouver ces 5 dernières années. Beaucoup nous ont dit, des grands hommes d'affaires, des gens que je considère comme des mentors, des gens qui m'ont dit, fais attention, tu te lances dans un marché qui est saturé, où tu as des concurrents qui sont, tu l'as dit avant, historiques, qui sont gros, qui ont des moyens très importants que tu n'as pas forcément aujourd'hui. Quelle part de marché tu penses que tu vas réussir à prendre pour être rentable? Et ce qu'on a réussi à prouver, c'est, alors, certainement que quand on a une marque internationale à laquelle on est greffé, je vais pas les nommer, mais on les connaît tous, ça va amener du deal flow, ça va amener des affaires, ça va créer des opportunités. Mais on a aussi réussi à prouver qu'on peut, sans l'avoir, se faire une place et prendre des parts de marché. Aujourd'hui, je pense qu'on est une des 5 principales agences de la place, alors qu'on est peut-être 10 fois moins gros que certains de nos concurrents, ou 7 fois moins gros que certains de nos concurrents. Mais après, t'as de la bouteille, t'as de l'expérience. Alors, il y a l'expérience. T'es pas lancé, t'avais un réseau aussi derrière. Complètement. J'ai grandi dans cette ville, on a un carnet d'adresses, on a des gens à qui on a pu faire appel. Et c'est là où l'importance de la présence individuelle est d'investir de l'argent sur nos employés individuellement pour leur permettre de se mettre en avant et de se donner de véhiculer une image qui donne confiance aux gens qui vont les solliciter. Alors, c'est vrai que quand on investit de l'argent sur du marketing, sur ce biais-là, au début, on se dit un petit peu, mais comment je vais quantifier le retour sur investissement? Tellement, nous, notre métrique principale, c'est le volume d'affaires qu'on génère par an et les commissions qu'on arrive à dégager. Et c'est vrai que quand on dépense des milliers de francs, dizaines de milliers de francs sur des vidéos ou du podcast ou des vidéos de lifestyle, on se dit, mais ça va rien m'apporter, mais c'est pas vrai. C'est toutes ces choses-là qui créent cette image de marque. Et quand les gens vont venir consulter Monsieur Luca, Monsieur Grégory, Monsieur Guy ou toutes les charmantes dames qui travaillent chez nous, et si on investit de l'argent sur eux, ils vont dire, tiens, c'est vrai qu'Arbana, elle est très bien mise en avant, ou tel courtier est très bien mis en avant, il a l'air de savoir faire son travail, le contenu qu'il poste est super, c'est régulier, c'est etc. qualitatif. Et évidemment, alors oui, tu as raison, le risque est qu'un jour, quelqu'un parte. On paye et qu'il parte, mais qu'on le fasse ou pas, l'employé, il est pas marié chez moi, il est pas actionnaire de ma boîte, tant que l'environnement de travail lui convient, qu'il gagne sa vie, qu'il est épanoui, qu'il se sent bien quand il vient au bureau. C'est ce qu'on essaie de faire et mettre à disposition. Et qu'il est prêt à aller face cam. Exactement. Tout va bien. Et si un jour, par ambition ou par opportunité, décide de partir, il part. Et alors oui, l'argent que j'aurai investi, ça lui servira pour la suite. Mais à un moment donné, quand il est chez moi, j'en bénéficie également. Donc, Et puis tu seras finalement aussi, s'il se lance lui, à l'image peut-être d'un Bernard Nico chez toi, t'étais un peu son goat à lui qui lui a montré les clés du métier dans un environnement aujourd'hui beaucoup plus digitalisé et concurrentiel. Ça se passe super si c'est ça qu'il ressent en partant. Ouais, absolument. T'es passé par l'école hôtelière de Lausanne. J'avais fait un article sur l'Insider sur justement ces diverses filières qui sont liées à l'immobilier aujourd'hui. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté aujourd'hui et qu'est-ce qu'aujourd'hui encore le HL reste encore un vrai levier d'acquisition pour un réseau et d'opportunités dans ton business d'aujourd'hui? Parce que moi, je pense qu'il y a une vraie filière EHL. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'EHL qui sont pas qualifiés forcément immobilier, mais grâce à leur réseau, ils arrivent à se faire une place. Est-ce que toi, ça c'est la première question. J'en aurais une autre sur l'EHL, donc je vais déjà répondre. Alors, l'EHL, je vais pas sortir les violons, mais c'est une école de vie. Oui. C'est quelque chose qui vous suit. En tout cas, moi encore, j'ai gradué il y a bientôt 15 ans. C'est quelque chose auquel je pense de manière je vais pas dire quotidienne, mais de manière hebdomadaire. Je sais, alors, mon diplôme sur le mur à côté du bureau. Donc, je le vois tous les jours. Je me rappelle qu'il est là, mais non, les gens avec qui j'ai fait mes études, c'est les gens qui sont encore très proches de moi. Pour ceux que je côtoyais, en tout cas, c'est des vrais amis. On se voit encore, on se parle pratiquement tous les jours. On en parlait en off d'ailleurs. Voilà, exactement. Le réseau c'est des gens. Je me rappelle l'année où on a gradué, il y avait 91 nationalités différentes qui étaient étudiants à l'école. Donc on a aussi un réseau qui se met en place au niveau international. On a des gens partout dans le monde, partout en voyage. On va avoir un copain qui est là, qui habite, qui travaille, ou je d'aide là et on va peut-être le croiser. Oui. Après, au niveau de la formation elle-même, je dis toujours l'école hôtelière, ça nous transforme en couteau suisse. Oui. Contrairement à des filiales beaucoup plus spécialisées comme HEC ou comme des gens qui font du droit ou Sciences Po ou des choses comme ça, qui sont pas pour tout le monde. C'est beaucoup plus c'est plus de théorie, c'est beaucoup de bouquinage, faut être aller libre, faut apprendre. Il y a une science de l'accueil aussi. Exactement. Alors c'est fait l'hospitalité à la base, mais c'est une business school avant tout, l'école hôtelière. D'ailleurs, ils l'ont renommé comme ça maintenant. C'était pas encore le cas quand on y était. Mais en fait, la formation est ce que j'appelle très appliquée, c'est-à-dire que c'est beaucoup de mise en corrélation avec le monde réel, avec le monde des affaires, le travail.
c'est des présentations, des business plans, des travails de groupe. Oui. Donc, ça vous prépare très bien au monde professionnel. Et d'ailleurs, quand on les gradués, alors je sais pas si la proportion est toujours la même, mais l'année où moi je suis sorti, je crois que les ratios sont les mêmes. Un tiers des gradués de l'école restent dans l'hôtellerie, et la restauration, et le 2 tiers finissent dans le business, quoi. Dans le business, soit l'industrie du luxe, soit les grosses corpos, l'immobilier, la finance, le marketing, etc., etc. Et ça vous donne tous ces bons outils pour être performant. Ta question à la base, c'était de savoir. C'était aussi si c'est aujourd'hui un levier d'acquisition ou d'opportunité de ton business. En gros, est-ce qu'il y a une filière EHL et est-ce que ça ramène des affaires? Alors, il y a le réseau. Alors là, je suis d'ici, donc c'est un peu différent. Moi, mon réseau, je l'avais déjà. Alors, le EHL m'en a amené encore un petit peu. Plus, ouais. Mais alors, on fait beaucoup d'immobilier de luxe, d'hyper luxe. Donc, on s'adresse à des gens très fortunés, à des grandes familles. On commence à vendre des maisons à plusieurs dizaines de millions. Bien sûr. Alors, tout le monde peut vendre l'immobilier standard, mais l'immobilier de luxe, il n'y a pas tout le monde qui peut le vendre. Il y a des codes. Il y a des codes, pas parce qu'on n'est pas capable intellectuellement de le faire, mais c'est parce que, voilà, ces codes, il faut les comprendre, il faut être capable de les maîtriser, et puis surtout de parler un peu cette langue que parlent ces gens. Alors, c'est pas pas d'une autre planète, hein. C'est comme toi et moi, mais c'est pas une secte, mais c'est vrai que quand on est un peu plus à l'aise, de se présenter, il faut être un peu caméléon dans l'approche. Ça va ouvrir des portes, ça va être un petit peu plus facile, disons, d'y accéder. Donc, dans ce sens-là, je pense que le HL te donne ces outils et cette capacité ça vient Et avec ces contacts-là, ceux aujourd'hui qui sont dans l'immobilier, tu fais des affaires quand même avec eux ou ça t'est arrivé de faire des affaires? Parce que quand je pense au réseau que t'as et aux gens que moi je pense, il y a des gens chez BN, c'est tes amis, chez Proximo, c'est tes amis, des startups, c'est tes amis. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent de cette filière. Est-ce que, alors aujourd'hui c'est des concurrents, mais je veux dire, est-ce que ça ramène quand même du business ou pas concrètement d'avoir fait le HL? Je pense pas que ça, comme je disais, les outils au niveau de la formation que ça m'a donné ou du mindset ou de l'état d'esprit ou de la manière d'accueillir ou de faire les choses certainement. Après, bon, comme je disais, mon réseau vient pas forcément de l'EHL, c'est des gens qui n'étaient pas d'ici. On fait un métier local, donc c'est principalement des gens de l'étranger, les gens que je côtoyais à l'école. J'ai fait l'école privée, par contre, en Suisse, j'ai fait le collège Champitay. Ça, peut-être plus, les gens avec qui j'étais, qui étaient de C'est certaines vrai que ça, j'ai pas regardé. Certaines familles, etc., où je ne sais pas si c'est visible, je l'ai enlevé de mon comédie, mais là, plus typiquement, oui, là, j'ai encore des gens que je peux croiser à Genève, à Lausanne. Ah tiens, alors bonjour madame, monsieur, j'avais fait l'école avec votre fille, avec votre fils. Et puis il y a aussi ce rapprochement qui se fait, qui crée un peu ce lien automatiquement tiens, il y a une connexion quelque part. Il y a une filière, quoi. Exactement. Ok, trop bien. Et t'as aussi, en parlant de Champitay, mais t'as aussi fait donc l'école Bernard Nico. Ouais. Est-ce que c'est un beau centre de formation? Moi, en tout cas, quand j'étais chez De Ram et que je côtoyais aussi le service de gérance, tous les gens qui sortent de là-bas, on peut dire tout ce qu'on veut sur Bernard Nico, mais ils savent bosser. Alors, on l'aime ou on l'aime pas. Ouais. Moi, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Ça a été un mentor. Alors, c'est quelqu'un de particulier. Il a une personnalité qui prend beaucoup de place. Oui. C'est un GOAT, hein. Vraiment, pour moi, c'est la plus grande personnalité d'immobilier des 50 dernières années sur le monde. C'est un peu je dis toujours, certains sautent au plafond, mais c'est un peu notre patron à tous. Oui. Dans ce métier. Mais l'école est extraordinaire. La formation est extraordinaire. C'est le plus grand technicien à qui j'ai eu affaire dans ma carrière. J'en ai quand même maintenant vu un petit peu en 15 ans. Moi, j'ai bossé pour Constantin avant de bosser pour Nico. Christian Constantin. Le GOAT Valaisan. La version valaisanne. Très différente école, mais j'ai passé beaucoup moins de temps chez lui. Donc Nico était vraiment c'est ce qui m'a fait, qui m'a peut-être permis d'être où je suis aujourd'hui. Et pour ça, je lui serai toujours reconnaissant. Mais c'était une super école, ouais, vraiment. Ok. Et on sait plus ou moins que t'es parti en plus ou moins bon terme de là-bas, pardon. Quelle est ta relation aujourd'hui avec Bernard Nico? Alors je disais, après tu l'as considéré comme un mentor, tu m'as déjà donné cette réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, entre Requel et BN, ça papote un peu ou pas trop? Pour être très honnête, on s'est malheureusement très mal quitté. Ok. Mais c'était surtout une question je pense j'ai pas envie de dire fierté ou Nico, on le quitte pas. Nico, un peu quand même, quoi. Mais oui, c'était le cas. On était comme je dis avant, Balage et moi, mon associé, on était ses deux meilleurs courtiers. Moi, j'avais une relation particulière avec lui. Il y avait un vrai aspect réciproque entre nous et je pense qu'il m'appréciait, je l'appréciais énormément. Et évidemment, le jour où j'ai décidé de monter une affaire concurrente, je lui ai pas dit, en tout cas pas tout de suite. Je pouvais pas aller lui dire, monsieur Nico, je m'en vais pour ouvrir une boutique en face. Donc, il l'a très mal pris quand par contre, le jour où on a signé la société, le jour où j'étais sorti de chez lui, qu'on a signé, on a ouvert Rockwell et qu'on a pris les bureaux,
on est sorti du notaire pour te dire à quel point je l'ai fait rapidement. Oui. C'était le 1er février où j'ai officiellement 2021. C'est un con, donc ouais, bien. Où je suis sorti de chez le notaire, on avait signé les statuts de la société. Et le premier rendez-vous que j'avais, c'était chez lui, chez l'ami de la gare. Ok. Je dois me voir, il m'a dit oui, je me suis assis pendant 30 minutes chez lui. J'ai dit voilà, je voulais la preniez de moi et pas de quelqu'un d'autre. Ça va vite se savoir. Oui. J'ai ouvert une boîte, elle s'appelle Rockwell. Ouais, nos bureaux vont être à la rue Etra. On va faire ça. Et je vais vous le sachiez. Je lui ai dit ce jour-là, je suis navré de pas vous l'avoir dit avant parce que j'avais 6 mois de préavis. Donc, oui. Et c'est vrai que ce jour-là, il l'a très mal pris en me disant que je l'avais menti, j'aurais dû lui dire les choses. Il l'a pas fait non plus en 77 quand il a quitté Nafilian pour ouvrir Perret Nico et Perret. Mais je pense que ça, maintenant avec le recul, il a compris, puis c'était les affaires, mais je le respecte encore beaucoup. Oui. Alors malheureusement, on se parle plus. Parce que, lui, je pense que par sa position et. Bien sûr. Je le comprends, je le regrette, mais je le comprends. C'est pas lui qui va faire un pas vers moi. C'est que certains de ses courtiers sont des amis. On a fait des affaires ensemble. J'ai fait une affaire à 40 millions avec un de ses courtiers cette année. Oui. Il l'a su. Apparemment, il était très content et très fier que j'en fasse partie et qu'un de ses courtiers soit mêlé à ça avec moi. Donc, je sais que de loin. Au final, business is business quand même. Voilà. Ouais. Je sais que de loin, la sympathie et le respect qu'on avait l'un pour l'autre, je pense, est toujours présent. Et maintenant, les choses font que chacun fait son travail, son coin et puis sa route. Exactement. Je pense que vous se croiserez et puis et vous pourrez boire un café ou autre. Affaire à suivre, on va dire. Certainement. On voit que Rockwell publie beaucoup aussi en anglais. Oui. On va rebondir après sur Daniel Daggers. Alors pourquoi ce choix? Est-ce que c'est dû à l'Ultra League justement où vous voulez toucher un réseau international? Principalement, on a quand même beaucoup de clients qui sont des gens internationaux, surtout quand on commence à faire du luxe ou de l'hyperluxe. Bien sûr. On essaie également de toucher les gens à l'étranger. Oui. Parce que capter des gens, il se fait naturellement à l'interne, mais c'est aussi au-delà des frontières suisses. Et le plus simple, c'est de parler en anglais. Ouais. Et ça vous donne aussi, ça vous expose et donne une visibilité. Ça fait vraisemblablement marcher les algorithmes à l'étranger aussi, et puis notre visibilité sur les réseaux, etc., un peu différemment. Oui. On est quand même entouré de certains pays anglophones. Genève est plus international, alors que peut-être que Vaud, tu pouvais t'appuyer sur le français. Parce que t'as démarré en français. Tout à fait, exactement. Mais non, c'est un choix. Alors là, maintenant, on essaie de l'alterner. Là, j'ai re-shooté du contenu récemment. On l'a fait en anglais à nouveau. Pour un petit peu faire les deux. Un petit mix. Mais je pense que c'est important de pouvoir faire les deux, ouais. Ok. Absolument. Et t'as basculé d'un compte Instagram qui était privé, sauf erreur. On n'est pas amis sur Instagram, mais je pense que c'était comme ça à l'époque. Ouais. Et à un compte public avec un fil qui rappelle beaucoup celui de Daniel Daggers, le célèbre courtier de Londres présent sur Netflix. Premièrement, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un choix marketing? Tu le disais avant de tout dévoiler de ta personnalité en termes de personal branding pour vendre ça. Et comment ensuite s'est fait cette connexion avec Daniel Daggers, parce qu'on t'a vu à Londres? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Est-ce que vous faites du business ensemble? Alors, écoute, le compte était effectivement privé. Ouais. J'ai réfléchi à un moment donné de faire un compte séparé avec un compte immobilier, un compte privé. Puis l'un dans l'autre, je me suis rendu compte que vu ce que je devais poster, qui étaient des choses un peu de la vie privée, jongler un peu entre les deux. Ça prend du temps de gérer deux comptes. Je suis pas non plus, je poste. C'est un enfer. Même dans la vie privée, je poste pas 50 trucs par jour. Donc, j'ai gardé mon compte que j'avais historiquement sur Instagram. J'ai évidemment enlevé pas mal de choses. Oui, je l'ai un petit peu. Les fêtes, quand on avait 18 ans. Voilà, c'est ça, ouais. Et j'ai utilisé le même compte, effectivement. Alors, Daniel, c'est quelqu'un que ma femme connaissait il y a très longtemps. Ok. Ma femme est londonienne, alors. D'accord. Elle habite maintenant en Suisse avec moi, évidemment, mais elle a grandi à Londres et ils se connaissaient de là, en fait. Et, je me dis, il faut que tu rencontres. Et plusieurs fois, c'était même avant son show de Netflix, puis qu'ils se mettent un peu plus sur la map. Mais elle m'a dit, rencontre Daniel, il est bien, etc. C'est un des très bons courtiers de Londres. Et puis, on s'est rencontrés, pendant que le show arrivait, puis qu'il a été lancé. Ouais. Génial. Puis, c'est un chouette garçon. Je trouve qu'il a des belles visions de notre métier. Il est très fier de faire ce métier. Je trouve que ça fait plaisir de voir des gens qui en parlent avec beaucoup d'enthousiasme. Il a commencé à faire les choses qu'il fallait très vite et très tôt. C'était un des pionniers en matière de marketing notamment. Et puis on s'est pas mal rapproché ces derniers 2 ans. Trop bien. On se respecte. Alors il marche pas sur mes plates-bandes, moi pas sur les siennes. On peut faire des affaires ensemble, on le fait. Mais voilà, je me suis beaucoup inspiré de lui par rapport à. C'est un peu grâce à lui que j'ai compris l'importance du personal branding et de ce qu'il fallait faire au niveau digital. C'est fou parce que ça vient des États-Unis. Ensuite, ça arrive soit en Angleterre, soit en France, pardon. Ouais. Et ça arrive 10 ans plus tard
comme on peut parler d'Edouard Clerc, que aujourd'hui il est complètement acté, mais au début c'était le premier à se lancer sur TikTok. Et on voit ce qu'il est devenu. Et c'est assez fou. Est-ce que toi, il t'a donné des tips où il t'a dit vas-y, tu verras. Enfin, parce que Netflix, beaucoup encore ici, pour pas dire un terme un peu péjoratif, mais chie encore sur Netflix et sur la famille Crête, etc. Alors je pense qu'ils ont complètement tort de penser comme ça, parce que c'est l'avenir. Et je pense que vous êtes aussi dans ce trend avec Rockwell. Bien sûr. Est-ce que lui t'a dit ouais mais ça fonctionne, c'est un carton, je suis passé à une autre dimension ou vous en avez pas vraiment parlé? Alors on en a beaucoup parlé même parce que c'est quelque chose génial. J'adore. Quelque chose que j'ai l'ambition de pouvoir le faire pour nous ici. Je travaille dessus actuellement, mais l'importance, je pense, il y a deux manières de le voir. Il y a l'aspect qualitatif de ce que représente un show, par exemple à la télé. Bien sûr. C'est des trucs à l'eau de rose, telle courtière qui se crêpe le chignon avec l'autre, un tel qui machin. Mais on s'en fiche concrètement de ça. Pour des boîtes comme Daniel ou pour les Kretz ou pour Ryan Serhant aux États-Unis, c'est des plateformes et des catapultes monstrueuses au niveau de la notoriété et de la visibilité que ça donne. Et je pense que l'aspect fondamental, il est là. L'importance, elle est là. C'est que ça vous met sur la map. Et après, il faut utiliser ça pour capitaliser tout un écosystème business entre guillemets. Quoi. Voilà, c'est tout. Après, oui, tous les shows. Alors, il y a des shows qui sont plus qualitatifs que d'autres. Celui de ça on va pas jouer. Ouais, le dernier show des États-Unis là de Ryan par exemple est grandiose. Moi, je trouve ça cool. C'est même intéressant de le regarder. Il y en a qui sont beaucoup plus pompeux, puis bon, au bout de 5 minutes, on a l'impression de regarder les feux de l'amour. Mais non, je pense qu'il faut le faire. Si on a l'opportunité, en tout cas, d'en faire un, il faut absolument y aller, ouais. Trop bien. Et je voulais rebondir sur Daniel. Est-ce que non, pardon, je vais dire ça. Moi, je suis venu que pour Liorent. Ouais. Parce que voilà, dans le marketing, tout le reste, c'est des choses que j'avais déjà vues par le passé. Et j'ai parlé avec je sais pas si tu la connais, Alison Argy, avec qui je peux bosser, et qui m'a dit, et moi j'ai eu la même sensation, c'est-à-dire que toute la journée c'était un peu des choses que j'avais déjà vues, un peu réchauffées, bon voilà. Mais lui, j'attendais jusqu'à la fin et il m'a donné le sourire en fait. Et là, ce côté personal branding où Alison m'a aussi dit, mais moi je l'adore. Et puis il y a beaucoup de gens qui, je pense, quand ils sont arrivés sur place, ils voyaient sur Netflix, donc ils venaient avec un préavis. Qui était plutôt négatif, et j'ai l'impression qu'il a retourné toute la salle à lui tout seul. Donc c'est aussi un showman, et je voulais quand même le soulever là. Et d'ailleurs, après t'as eu la table ronde. Est-ce que t'as ressenti aussi ça ou pas du tout? Alors, il a une aisance certaine. Ouais, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui est très loquace. Il a pas de problème à s'exprimer. C'est quelqu'un de marrant. Vous voulez faire des photos après. Il est charmant. Enfin, il est quoi. Pas tout le monde a ses qualités. C'est vrai que quand on l'a et qu'on sait l'utiliser, forcément ça aide un petit peu. Et j'ai trouvé effectivement la thématique qu'il a abordée en plus intéressante. Il parlait de la confiance et on en a parlé avant, de l'importance de l'image de marque et pourquoi ça crée un lien de confiance et pourquoi la confiance est aussi importante dans notre métier vis-à-vis des clients et des gens qu'on suit et qu'on sert surtout. Oui. Donc oui. Trop bien. Et est-ce que tu travailles en solo, c'est-à-dire Rockwell, ou ça t'arrive de faire des deals interagence? Alors tu parlais justement avant d'un deal avec BN, donc je pense qu'on a répondu à la question. Ça peut t'arriver? Évidemment. Alors, il faut quand même se rendre compte d'une chose, surtout dans le luxe. Oui. Un peu moins dans les objets plus liquides qui se vendent plus facilement parce qu'on n'a pas forcément besoin de primo-accédant. Mais dans des transactions à partir d'un certain prix, on avait essayé de faire des statistiques au début de l'année. On nous a confirmé, d'autres confrères nous ont confirmé. Aujourd'hui, c'est le cas en Angleterre aussi, par exemple, là, entre 75 et 80% des affaires qui se font au-delà d'un certain prix, je pense qu'on parle de 4-5 millions et plus. C'est sûr. Elles se font avec le concours d'un tiers. Donc, soit un apporteur d'affaires, un confrère, un collègue, un courtier, un banquier, voilà, etc., etc. Donc, dans la plupart des cas, quasiment aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a des collabs, on appelle ça des collabs, qui se font parce que on peut pas avoir la prétention de penser qu'on a tous les clients ou qu'on a tous les mandats. C'est pas du tout le cas. Ceux qui prétendent le contraire, c'est des idiots. C'est des gens qui sont en problème de fierté, qui pensent qu'ils vont faire les choses seuls. C'est ridicule. Aujourd'hui, il faut, et j'invite tous mes courtiers quotidiennement à créer des relations de confiance avec d'autres agents, d'autres agences. Pas tout le monde, faut pas être copain avec tout le monde non plus, mais des gens qui véhiculent les mêmes valeurs, qui ont le même niveau de travail, qui sont de compréhension et de compétences, et de s'envoyer des dossiers. Voilà, je rentrais ça. Est-ce que tu peux, t'as un client? Est-ce que j'ai un client qui cherche ça? Est-ce que tu as un mandat qui peut correspondre? Et c'est mieux de faire 15, 20, 30, 50 affaires par an comme ça, que d'essayer de faire ça tout seul dans son coin et puis d'échouer. Et puis tu vas jamais croître. Exactement. Et te développer. Est-ce qu'il y a des règles, des gentleman agreements entre les agences du genre, toi tu fais de l'ultra luxe, donc pour toi en Suisse c'est quoi? C'est plus de 5 millions on va dire, voire beaucoup plus.
Et puis toi, t'es plutôt dans du primo-accident, donc moins d'1 million. Est-ce qu'il y a des règles comme ça, genre un peu chacun son terrain, ou pas du tout? Alors, chacun vend ce qu'il veut. Ça ne regarde pas ce que fait le concurrent. On sait qui est sur quel segment de marché ou quelle agence est plus performante ou plus connue sur tel ou tel segment de marché. Oui. Mais alors, en parlant de gentleman's agreement, nous, on a une liste au bureau, typiquement, par exemple, qu'on a donné à nos courtiers, où on a des règles de conduite, des règles on peut appeler ça un gentleman's agreement. On dit voilà, tel est tel courtier ou telle est telle agence, c'est des amis, c'est des copains. On se tire pas dans les pattes. Donc, on va pas prospecter son mandat qui vient de rentrer. Bien sûr. Si t'as un client, appelle-le et puis dis-lui s'il veut collaborer. Après, les règles, ils sont, c'est un monde de requins. Hein, bien sûr. C'est la question suivante. Mais c'est vraiment un monde de requins. Oui, on est là pour faire des commissions. C'est ultra compétitif. Il faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne faire le travail à votre place. Bien sûr. Mais alors la règle, par exemple, c'est s'il y a une exclusivité, on touche pas. Mais si d'un coup il y a 2-3 agences sur le même objet, même si c'est un confrère qu'on connaît ou qu'on respecte, là on peut y aller. Et puis que le meilleur gagne au bout d'un moment, parce qu'il y a pas du tout assez de mandats par rapport à la masse de courtiers qu'il y a sur le marché. Donc oui, on essaie de donc là, c'est la loi du plus fort. C'est un peu ça, ouais exactement. C'est bien. Tu réponds à ma question, puis on va un peu accélérer parce que c'est vrai c'est hyper intéressant. J'ai essayé de garder les podcasts en 20 et 30 minutes. Et là, on a un peu dévié, mais bon, il y en a beaucoup, qui finalement, dérapent et on fait 1 heure, 1h30. C'est-à-dire que c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup. Donc oui, on est dans un monde de requins. Aujourd'hui, quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier de prestige? Et je vais compléter ma question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on est plus ou moins de la génération, même génération, moi j'ai 37 ans, mais tu as beaucoup de bons qui étaient dans des structures historiques, qui se sont lancés à leur compte. Je peux penser à des ImmoCloud, à Listen, plein. Il y en a plein, les Poly, Noah, etc. Chacun a du réseau, chacun sa façon de faire, mais voilà, une génération qui essayons. Est-ce que tu pourrais toi donner le conseil à un jeune ou même des gens de notre tranche d'âge qui souhaitent se lancer dans l'immobilier de prestige? Alors, je vais me permettre de reformuler ta question. Oui. Je pense qu'il faut donner un conseil à quelqu'un, un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier. Oui. Le prestige, c'est un truc qui vient. Alors, évidemment qu'on préfère vendre des maisons à 20 millions, mais au début, on vend pas des maisons à 20 millions. C'est pas impossible d'en faire une, mais il faut sauf si tu viens d'une famille avec un énorme réseau, mais même ça, quand on n'a pas l'expérience au début, on va prendre ce qu'on peut prendre comme mandat. Il faut pas oublier une chose, le marché, la grande majorité des transactions, elle se fait entre 1 et 2 millions. Bien sûr. Les prix moyens par affaire, ils sont là. Oui. Des maisons à 20 ou 30 millions, c'est marginal par rapport au volume d'affaires global. Mais le conseil que je peux donner à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, c'est fais-le pas tout de suite tout seul. C'est une des raisons qui fait que je pense qu'on a pu tirer notre épingle du jeu et qu'on a des compétences aujourd'hui. Oui. C'est que j'ai appris le métier avec quelqu'un qui le faisait depuis longtemps. Oui. Essayer de trouver un mentor, essayer de trouver un type qui fait ça depuis un moment, rentrer dans une belle agence. Oui. Faites quelques années. Oui, c'est frustrant à un moment donné quand on arrive à un certain niveau de sa carrière de devoir redonner 70, 80, 50, 40% de sa commission à son patron. Il y a une raison pour ça. Il y a une valeur ajoutée à le faire. Bien sûr. Faites quelques années, apprenez, comprenez les erreurs, comprenez ce qu'il a fait juste, ce qu'il a fait faux. Soyez curieux, posez des questions. Grandir dans une équipe, c'est aussi important parce qu'on arrive au bureau le matin et on a des gens autour de soi qui font le métier depuis suffisamment longtemps aussi. C'est très, très, très enrichissant et pour moi, c'est capital dans le développement d'une carrière. Donc oui, on peut se lancer aussi tout de suite. Il y a des gens qui sont très entreprenants et qui sont très intelligents. On peut être aussi entreprenant et pas intelligent, mais ou se casser les dents et puis on peut le faire et puis on apprend sur mais je pense qu'on gagne du temps en le faisant pas tout de suite seul. Et ensuite, si vous avez vraiment l'ambition et l'envie et la motivation de vous lancer à votre compte, faites-le. Par contre, ça c'est les aspects, je dirais, positifs, mais je vais mettre en garde aussi. C'est un métier qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser. C'est vrai on parlait des séries télé, on voit les strass, les paillettes, les grosses maisons, les belles voitures, les machins. C'est la pointe énergie de l'iceberg. La réalité, elle est très, très, très différente. C'est un métier, on a dit, de requin. C'est hyper concurrentiel. C'est très difficile. Il faut beaucoup travailler. Oui. Pas tout le monde réussit. Beaucoup laissent tomber au bout de quelques mois. Il faut bouger. Alors, ça, c'est l'aspect pour moi qui est agréable dans ce métier. C'est qu'on n'est pas tout le temps assis derrière un écran d'ordinateur. On bouge. Mais, il faut rentrer dans ce métier en se rendant compte des barrières et des difficultés que ça représente. Et puis, si on a la motivation et qu'on le fait bien, on peut réussir à gagner de l'argent. Mais il faut le voir avec objectivité. Il faut surtout comprendre les barrières et les complications auxquelles on peut se confronter. Trop bien. Et tu parlais justement de se former chez quelqu'un, et puis que tu as eu la chance de te lancer aussi avec un cofondateur qui est Balage. J'avais pas posé, mais c'est quoi tes points forts par rapport à lui et vice versa? Parce que généralement on dit souvent qu'on est complémentaires. Est-ce que vous êtes juste, entre guillemets, juste deux tueurs
et puis vous avez lancé une boîte où il y a quand même qui est un peu plus dans les chiffres, qui a un peu plus une vision, qui est souvent beaucoup plus face cam, ce qui est ton cas. Ouais. Est-ce que vous avez des complémentarités ou vous avez le même profil? Alors, pour certaines choses, on est très similaires. On était des vrais, des très bons courtiers les deux. Donc j'espère qu'on l'est encore. Donc, ça fait encore du foutage, mais non, il était vraiment, c'est quelqu'un que je considérais vraiment sans prétention à mon niveau quand j'ai décidé de quitter Nico. Bien sûr. Donc j'allais pas m'associer avec quelqu'un qui était moins performant, on va dire. Exactement. Ouais. Après, oui, il y a une vraie complémentarité dans les caractères. Oui. Quand on gère aussi, c'est un autre métier. Courtier, c'est une chose, mais de gérer être patron d'entreprise, c'est une autre casquette. Donc il fallait une complémentarité par rapport au caractère. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus impulsif, de plus dans l'émotion. Alors, je suis la face cam de la société. Lui, il veut pas l'être par choix. Ouais, bien sûr. Ça me va aussi. Lui, ça lui convient. Mais je suis quelqu'un de beaucoup plus mesuré, de plus posé, de plus dans le détail, etc. Donc, il va s'occuper de certaines choses dont moi j'ai aucune idée, par exemple. Et puis moi, c'est plus dans le relationnel, plus dans le devant de la scène. Le go-to-market. Exactement. On traitait aussi des affaires différentes. Moi, j'ai vite fait des plus gros morceaux. Oui. Lui, il a vendu pour des centaines de millions de projets de Nico. Donc, c'est un super technicien quand il s'agit de vente sur plan ou de développement ou de promotion, etc. Parce qu'il a fait beaucoup pour Nico. J'ai fait l'école Nico. Malheureusement, il a très peu construit là où moi j'opérais. Mon bureau était à Nyon. Moi, je m'occupais de la côte pour lui. Donc, il y avait une vraie complémentarité dans les compétences. Ouais. Moi, je connaissais très bien la côte qu'il connaissait moins bien. Il a plus opéré sur le Grand Lausanne. Alors, je suis de Lausanne, je connais Lausanne aussi, mais donc oui, on est très complémentaires sur ça. Et si tu devais recommencer, même si ça fait que 5 ans bientôt, si tu devais recommencer l'aventure Rockwell aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce qu'on fait pas toujours tout juste, à moins qu'on soit tous des génies, mais ça, je pense qu'on fait tous des erreurs. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on ferait à peu près les choses comme on les a faites. Okay. Je pense qu'on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour dire, on n'a pas fait d'erreurs en tout cas, je pense jusqu'à maintenant. À mon avis, on a des erreurs dans la gestion quotidienne de petites choses, mais de la technique. J'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça, mais on a pris un pari d'ouvrir des grands bureaux tout de suite. Oui. C'était ça faisait un peu peur au début. On a eu surtout que je pense que c'est pas donné à la rue être. Alors non, c'est pas donné. Ouais. On est aussi arrivé en plein Covid, donc on a eu comme une opportunité de pouvoir tout bien. Mais je pense qu'on le referait de manière similaire. Ok. Je pense que j'essaierai d'ouvrir Genève plus rapidement. On a perdu un peu de temps là-dessus. Ok. D'ouvrir plus de marchés, de se donner un peu plus de place sur le marché par rapport à la couverture du territoire, etc. Ouais. Mais sinon, pour l'instant, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on ferait les choses avec un petit peu trop bien, avec similitude. Dernier message pour la postérité, on va dire. Mais si tu devais laisser un message à ton ou tes enfants, je sais pas si t'en as un ou deux. J'ai un petit garçon. Ouais. T'as un petit garçon, ça serait quoi? Donc là, ce message, il est pour lui. Il y a plus pour les éditeurs, c'est plus pour que lui, dans 20 ans, il aura peut-être la chance de découvrir ce podcast. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire et lui laisser un message au niveau business, bien sûr? Beaucoup de choses. Il n'y a pas de raccourci. Ouais. Il n'y a pas de raccourci. Est-ce que je me rends compte maintenant après 15 ans où je travaille, où je finis les études, si tu travailles, tu te donnes de la peine et que tu fais ce que tu fais et que tu as du plaisir à le faire, normalement, ça marche. Ok. Alors, il y a des échecs aussi. Ça marche pas toujours. Mais, puis sois honnête. Faites les choses bien. Il faut être droit, il faut être intègre. La malhonnêteté, ça paye pas. Ça peut payer à court terme. Ouais. On fait un métier, nous, il y a beaucoup de gens malhonnêtes, malheureusement. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il peut tirer une commission là, parce qu'on va pas payer le type, parce qu'il verra pas. Sois réglo, travaille, fais le bien avec consistance sur la durée. Normalement, tu auras du succès. Okay. Et est-ce que la passion, c'est un moteur pour toi ou c'est le business? Parce qu'il y a des courtiers qui font ça pour l'argent, sois clair. Il faut être fier de faire ce métier, je pense. Okay. On fait un métier où on peut parfois être mal vu, parce qu'on a, là, le courtier a aussi une connotation, peut avoir une connotation négative, parce que certains sont, comme tu dis, par pur appât du gain et véhiculent une très sale image de notre métier. C'est des incompétents qui courent après des commissions, qui vont vendre tout et n'importe quoi à des gens pour réussir à tirer 10 000 francs à la fin. Non, c'est pour la grande majorité de nos interlocuteurs et des gens à qui on a affaire, c'est l'achat d'une vie, c'est l'investissement d'une vie, c'est mettre tout ce qu'on a dans quelque chose dans lequel on va faire grandir une famille. Notre job principal, c'est de donner un conseil qualitatif à ces gens et qui soient satisfaits de ce qu'on fait et qu'on les aide dans ces démarches qui sont très importantes. Ok, génial. Écoute, j'arrive sur la fin. Est-ce que tu t'aurais souhaité que je te pose une autre question ou on est bon? Je crois qu'on a fait un joli tour d'horizon. Je pense qu'on a fait un joli tour. Du coup, merci d'avoir participé au podcast Rally Insiders. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis, j'espère qu'on fera le point, peut-être dans 5 ans. Ouais. Et puis, on verra si tu me prends un billet pour Dubaï, du coup. Mais avec plaisir. Merci beaucoup, Verdia. À bientôt. Ciao, merci.
Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Fray et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.